Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais enchaîner sur les étapes historiques de la découverte de la nature chimique de l'information génétique comme étant l'ADN. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de la découverte de la structure moléculaire de cet ADN, la double hélice, depuis Griffith jusqu'aux travaux de Watson et Crick. Déjà, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de deux principales étapes historiques, à savoir les travaux de Griffith. Ils ont pu mettre en évidence le principe transformant qui a pu transformer une souche bactérienne en une autre souche. Puis, les travaux d'Avery, ils ont permis de découvrir que c'est l'ADN qui est l'information génétique. L'étape suivante était de déterminer la structure moléculaire de cet ADN. Tout le monde, je parle de la communauté scientifique, savait, après les analyses chimiques effectuées par les biochimistes, que l'ADN se compose de 4 principaux constituants. L'acide phosphorique de formule chimique H3PO4, un sucre en C5, 5 carbone, c'est le désoxyribose, appelé comme ça parce qu'il y a un oxygène qui manque, donc il a une formule chimique de C5H10O4 au lieu de C5H10O5. On sait que la formule chimique générale des glucides c'est CnH2nON, donc le nombre d'atomes de carbone est égal au nombre d'atomes d'oxygène, et le nombre d'atomes d'hydrogène c'est le double du nombre d'atomes de carbone. Ici il y a un oxygène de moins, c'est pourquoi on l'appelle un désoxyribose. Puis on a 4 bases azotées, l'adénine symbolisée par A, la thymine par T, la cytosine par C et enfin la guanine par G. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Donc l'acide, c'est parce qu'il y a présence de l'acide phosphorique. Désoxyribo, c'est parce qu'il y a le désoxyribose. Et nucléique, parce qu'il se trouve dans le noyau. Mais personne à cette époque ne connaissait pas encore l'agencement et l'ordre de ces molécules dans la macromolécule d'ADN. Alors une course acharnée commença entre les équipes de chercheurs d'Europe et d'Amérique à partir de 1950. En Amérique, il y a un premier groupe de chercheurs, donc essentiellement un chercheur appelé Linus Pauling, c'est un chimiste. Toujours en Amérique, un autre chercheur appelé Chargaff, c'est un biochimiste. En Angleterre, Rosalind Franklin, une physico-chimiste. Et en Angleterre, un binôme qui travaille ensemble, c'est Crick et Watson, ce sont deux biologistes. Alors, parmi ces 4 groupes, quel était le premier à arriver donc au but et à découvrir la structure moléculaire de l'ADN? Est-ce que la réussite sera-t-elle britannique ou bien américaine? Est-ce qu'elle sera pour la chimie, les chimistes ici, ou bien des physiciens, ou bien des biologistes? Voilà un peu la succession des événements. Tout d'abord, les observations au microscope électronique montraient que la molécule de l'ADN a une forme filamenteuse. Les travaux de Chargaff, il a découvert que, après analyse de plusieurs échantillons d'ADN chez plusieurs êtres vivants, il a fini par découvrir que toujours le taux de la guanine est presque égal au taux de la cytosine. Et le taux de l'adénine est toujours égal au taux de la thymine. Ça veut dire que G celui à C était celui à A, c'est la découverte de Chargaff. Donc il va dire comme conclusion que G et C, d'une part, et A et T de l'autre part, sont des paires de bases complémentaires. C, c'est le complémentaire de G et vice-versa, et T, c'est le complémentaire de A, et l'inverse aussi. Puis, il y a les travaux de Rosalind, cette physico-chimiste, donc spécialisée dans les diffractions à rayons X. Elle a réussi à obtenir ce cliché, cette photographie très célèbre de l'image de la molécule d'ADN par diffraction à rayons X.
Ce cliché était d'une excellente qualité qu'aucun de ses contemporains n'a pu obtenir. Mais n'ayant pas pu l'interpréter, manque d'interprétation, il garda ce cliché sans le publier ni le partager avec les autres chercheurs. En même moment, les autres équipes ont déjà publié leur modèle d'ADN, que ce soit pour le chimiste Linus Pauling, déjà prix Nobel dans d'autres découvertes, ou les deux chercheurs Watson et Crick, mais tous, leurs modèles étaient refutés par la communauté scientifique et ne répondaient pas aux questions posées. Alors la clé de l'énigme était chez Rosalind, donc il suffit d'interpréter ce cliché. Ce fameux cliché a pu parvenir à Watson, on ne sait pas trop comment, mais beaucoup croient en une trahison du collègue de Rosalind Wilkins, ou alors une intrusion de Watson dans le bureau de Rosalind. Un point vague dans l'histoire des sciences, il y a mystère. Mais un simple coup d'œil de Watson et Crick sur le cliché leur a suffi pour parvenir à imaginer et à modéliser la molécule de l'ADN. Ces tâches organisées ici sous forme de la lettre X indiquent que cette molécule a une forme hélicoïdale. Les deux chercheurs ayant donc pu faire la synthèse exacte de tous les travaux des chercheurs précédents ont publié leur modèle d'ADN appelé modèle de la double hélice. Modèle de la double hélice. Ce modèle de la double hélice donc a pu être analysé par les chercheurs, donc elle a été acceptée par la communauté scientifique et leur a valu donc le prix Nobel en 1962. Ce prix Nobel a été partagé avec Wilkins, le collègue de Rosalind, en reconnaissance à sa contribution, car elle était déjà morte à cette date, elle n'a pas pu donc recevoir ce prix Nobel. Voici une description de ce modèle de la double hélice. Sur ce document, on voit que une molécule d'ADN est constituée de deux brins. Voici le premier brin, voici le deuxième brin, deux brins d'ADN. C'est pourquoi ici on a utilisé le mot double. Ces deux brins ont une forme, regardez, une forme spiralée. Les deux brins sont spiralés, c'est pourquoi on a utilisé le mot double hélice. Ces deux brins sont reliés entre eux par les paires de bases, comme a été dit par Chargaff, A se lie avec T et G avec C. Regardez ici, G se lie avec C, G avec C, T avec A avec T. Voici dans la légende, on a utilisé des couleurs différentes pour indiquer donc l'adénine, puis la thymine, puis la guanine et enfin la cytosine. Ces deux brins sont antiparallèles. Les deux brins sont antiparallèles, ça veut dire qu'ils sont parallèles, mais ils ont des sens inverses. Regardez par exemple ce brin, il commence par l'extrémité dite 3', et si je suis le brin, il finit par une autre extrémité appelée 5'. En même temps, le brin complémentaire, lui, il commence par l'extrémité 5', et finit par l'extrémité 3'. Donc un brin a un sens 3' vers 5'. En même temps, l'autre a un sens 5' vers 3', anti-parallèle. Maintenant, on voit que les bases azotées complémentaires entre elles, G avec C d'une part et T avec A d'une part, sont reliées par des liaisons dites liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes. L'adénine se lie à la thymine par deux liaisons hydrogènes, alors que la guanine se lie à la cytosine avec 3 liaisons hydrogènes. Maintenant, détaillons encore plus cette molécule d'ADN, cette double hélice. On sait déjà que l'ADN se compose de 3 constituants principaux, un acide phosphorique, un sucre pentose en C5, c'est le désoxyribose, et les bases azotées, les voilà donc A, T, G et C.
Voilà la représentation schématique de la molécule du sucre en C5, c'est-à-dire le désoxyribose. Voilà sa formule chimique. C'est le C5H10O4. Tout d'abord, donc, on va s'assurer de cette formule chimique. Donc, on va compter les carbones. J'ai ici le premier carbone, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc, il y a 5 carbones. Pour les hydrogènes, j'ai ici le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, ici le huitième et deux autres, ça fait 10 chez H10. Puis pour l'oxygène, j'ai ici un premier oxygène, ici j'en ai 2, puis 3, puis 4. Donc c'est 4 oxygènes, C5H10O4. Maintenant, on va numéroter ces carbones. Je commence par ce carbone, puis je passe dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez, donc ici, on l'appelle le premier carbone. On le symbolise 1'. Le second carbone, c'est 2' ici. Puis le troisième, c'est 3'. Le quatrième ici, c'est 4'. Et enfin, celui-là, c'est le cinquième. On va le symboliser par 5'. Donc, ce sont les 5 carbones du désoxyribose. J'observe que 3 carbones parmi ces 5 possèdent le groupe OH qu'on appelle hydroxyle. Voici un premier hydroxyle pour le carbone 1'. Voici le deuxième hydroxyle pour le carbone 3'. Et un autre hydroxyle ici pour le carbone 5'. Donc, ces carbones sont dits des carbones actifs 1', 3' et 5' sont 3 carbones actifs de désoxyribose. Actifs parce qu'ils peuvent donc entrer en liaison avec d'autres composants de l'ADN grâce à ces groupes hydroxyles. Les autres constituants de l'ADN, les voilà. Donc, il y a l'acide phosphorique, je vais le symboliser par la lettre P. Puis, il y a les 4 bases azotées, l'adénine pour A, puis la thymine, c'est T, puis la guanine, c'est G, enfin, la cytosine, c'est C. Un désoxyribose se lie, donc d'après les recherches biochimiques, en 1', il se lie avec une base azotée, par exemple ici, la guanine. Et en 5', il se lie avec un acide phosphorique ici, symbolisé par P. L'ensemble constitué par un désoxyribose, une base et un acide phosphorique, donc 3 composés, ce complexe s'appelle un nucléotide. Un nucléotide. On considère donc que c'est le nucléotide qui est le constituant de base, c'est-à-dire l'unité structurale de l'ADN. Chacun des 2 brins de l'ADN est constitué de milliers de ces nucléotides. C'est pourquoi on dit aussi que l'ADN c'est un polymère de nucléotides ou encore l'ADN est un polynucléotide. Voici comment les nucléotides se polymérisent pour constituer une molécule d'ADN. Regardez. Donc j'ai ici un nucléotide qui porte la thymine en 1' et porte l'acide phosphorique en 5'. Ce nucléotide peut se lier avec un autre nucléotide, regardez, en créant une liaison entre le phosphate du premier nucléotide et le carbone 3' du deuxième nucléotide. Un troisième nucléotide peut se lier aux 2 premiers de la même manière. Une liaison se crée entre le carbone 3' et l'acide phosphorique. Un quatrième nucléotide, de la même manière, se lie aux 3 autres par une liaison entre l'acide phosphorique et le carbone 3', et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne un brin constitué de milliers de nucléotides. Ici, en bas, pour le dernier nucléotide, le dernier carbone libre, c'est le 3'. C'est pourquoi on appelle cette extrémité une extrémité 3'. Alors que le dernier nucléotide en haut, le dernier carbone ici libre, c'est le 5'. C'est pourquoi on va appeler cette extrémité une extrémité 5'. 5', 3'. Parlons maintenant du deuxième brin.
je représente le premier nucléotide du deuxième brin, puisque ici j'ai un nucléotide qui porte la thymine, donc c'est sûr que j'aurai son complémentaire qui porte l'adenine. Donc ce nucléotide va se rapprocher du premier nucléotide pour se lier avec lui, mais regardez que la liaison est impossible, puisque si le nucléotide donc prend cette position, l'adénine ne peut pas se lier à la thymine parce qu'elle n'est pas du même côté. Alors la solution, c'est que ce nucléotide doit être inversé, il doit retourner sur lui-même pour mettre l'adénine en avant de la thymine pour qu'ils puissent se lier tous les deux. Regardez. Voilà, donc il est inversé. Maintenant, l'adénine vient se lier avec la thymine. Ce sont deux bases complémentaires. Donc ce sucre est inversé maintenant. Regardez, l'oxygène est en bas. Les carbones sont toujours numérotés de la même façon et dans le même sens. Donc c'est 1', puis 2', puis 3', puis 4', et enfin 5' à droite. C'est l'inverse du premier. Un deuxième nucléotide de la même manière, il va porter C pour qu'il soit complémentaire avec le G. Une liaison va se créer entre le 3' et l'acide phosphorique. Voilà. Un troisième nucléotide va porter le T, il va se lier de la même manière. Et enfin, un quatrième nucléotide, il va porter le G. Et une liaison se crée de cette manière. On aura donc le deuxième brin complémentaire du premier. Regardons ici en haut, le dernier carbone libre, c'est le 3', donc cette extrémité. Je commence tout d'abord par l'extrémité en bas, donc le dernier carbone ici, c'est 5', j'appelle cette extrémité 5'. Et en haut, c'est 3', c'est l'extrémité 3'. Regardez que les deux brins sont inverses l'un de l'autre, donc ils sont anti-parallèles. Donc, la nécessité que ces bases complémentaires doivent se lier entre elles fait que l'un des deux brins doit obligatoirement être inversé par rapport à l'autre. Voilà, j'ai consacré cette vidéo à la double hélice, structure moléculaire de l'ADN. Dans la vidéo prochaine, je vais montrer comment cette molécule peut se répliquer, c'est-à-dire je vais parler de la réplication de l'ADN.